bonjour à toutes et tous. Évidemment, merci à la FNADEPA pour sa foirée invitation. Je suis très contente d'être au congrès parce que la dernière fois que j'avais eu cette tribune-là, c'était à Ajaccio, je me rappelle encore bien. À l'époque, le président m'avait dit vous verrez, vous faites partie maintenant des amis de la FNADEPA et la FNADEPA est proche de ses amis. Moi, je m'étais dit, bon, il dit ça comme ça, c'est une façon de parler. Et puis, en fait, grâce à ce congrès-là, je suis venue vous rencontrer un peu partout en région et ça, c'est trop chouette. Bon, par contre, Jean-Pierre, pour toi, tu savais pas qu'à l'époque, ça conduirait à ce que tu doives me supporter des fois 6 fois d'affilée en peu de temps et qu'à la fin, tu connaisses plus par cœur voilà, ce que je vais raconter. Du coup, la question qui m'a été posée, voilà, c'était la question de l'engagement écologique a-t-il un âge? J'ai vu dans les résumés en fait que ça a déjà été un peu abordé hier à travers quelques interventions. Pardon, j'ai été trop vite. Il m'avait dit, il ne faut pas aller trop vite. Donc cette question-là. Ouais, si c'est bon. Je me la suis posée à travers pas mal de concepts, en fait, et donc je me suis demandé comment j'allais pouvoir répondre à ça. Souvent, en fait, derrière la question de est-ce que l'engagement écologique a un âge, en fait, d'emblée, on essaye d'opposer les vieux, les jeunes, en se disant que les vieux font mieux que les jeunes font mieux que les vieux, et je me suis dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur angle pour l'aborder. Et donc, je suis allée faire un petit peu d'étymologie, le truc que vous adorez, évidemment. Et je me suis demandé, c'est quoi l'écologie? C'est éco et logos, donc l'oikos et le logos. Et que c'était peut-être un angle intéressant pour traiter cette question. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte, oikos et logos? L'oikos, c'est la façon dont on habite. Et le logos, c'est le langage et la façon dont le langage peut conditionner la façon dont on habite. Et quand on se pose la question voilà, de est-ce que l'écologie a un âge, en fait, il faut bien comprendre que le logos entre les jeunes et les vieux, il n'est pas forcément le même. Et qu'on peut habiter la même terre, mais peut-être pas forcément à partir du même référentiel. Et que vouloir opposer les jeunes et les vieux, souvent, d'un point de vue philosophique en tout cas, c'est un petit peu incohérent parce qu'on ne parle pas, encore une fois, tout à fait le même langage. C'était Michel Serres qui était philosophe. Alors lui, il est décédé avant qu'il y ait le retour comme ça de la guerre un peu proche de nous. Mais Michel Serres, il disait, moi je fais partie d'une génération qui, tous les matins en se rasant, se dit, j'ai vachement de chance parce que je vis dans un monde en paix, en fait. Et il disait, en fait, moi, je me dis ça tous les matins. Mais il y a plein de jeunes qui se disent pas ça parce que c'est une évidence. Michel Serres, lui, était né à une époque où les conflits avaient été nombreux. Il a aussi grandi avec la menace nucléaire, enfin avec tout un tas de choses qui faisaient qu'évidemment, il n'habitait pas le monde de la même façon. Et le rapport à l'avenir n'est pas tout à fait le même quand vous pensez que vous risquez de mourir assez rapidement dans un problème de guerre ou de problème de maladie que quand vous vous dites que vous allez mourir à 80 ou 90 ans. En fait, j'habite pas la Terre, encore une fois, de la même façon. Du coup, opposer les jeunes et les vieux, c'est un peu compliqué parce que c'est pas simplement une question d'âge, c'est aussi une question de langage qu'on peut avoir et de compréhension du monde. Dire aussi que les vieux seraient plus écolos, c'est ce qu'on entend parfois, c'est aussi à mon avis un mauvais prisme. J'ai une référence hautement philosophique qui à mon sens parle assez bien. J'ai lu un bouquin là, il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Donc c'est une BD et dans la BD en fait il y a notamment une planche qui m'a fait penser à ça. Alors je vous dis tout de suite, mon humour est 75e degré, donc il faut vraiment pas le prendre au premier, sinon c'est catastrophique. Et donc dans cette planche de BD, en fait, on voit un monsieur SDF qui reçoit une récompense en fait parce que il est l'homme écologique de l'année en fait, parce que évidemment il n'a pas de voiture, donc du coup il pollue pas avec sa voiture, il se douche moins que les autres, donc du coup évidemment voilà, il a une empreinte écologique qui est pas la même. Enfin, il mange un peu moins aussi et moins au fast-food. Enfin, et donc voilà, à la fin on lui dit merci, on le récompense. Et ça, je trouve qu'on peut faire le parallèle avec la question des vieux quand on dit ils étaient écolos, vous voyez, ils recousaient les chaussettes, etc. Mais en fait, ils ne le faisaient pas logos en se disant qu'ils le faisaient parce qu'ils étaient écolos, ils le faisaient parce qu'ils avaient
pas le choix, en fait, que c'était leur mode de vie. Donc, du coup, comparer les jeunes et les vieux, ça me semble compliqué parce qu'on ne parle pas forcément le même langage. Michel Serres, il explique très bien, notamment que quand on essaye, par exemple, de faire lire aux jeunes des bouquins, je sais pas, moi je pense à des livres comme ceux de Jean Giono ou Marcel Pagnol, il dit les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'en fait, les mots qui sont utilisés à l'intérieur, c'est des mots du langage paysan, beaucoup, parce qu'à l'époque, le monde, il était essentiellement un monde paysan et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un monde industriel et que du coup, on ne partage pas forcément le même langage. Donc, poser la question en opposant jeunes et vieux, ça me semble un petit peu compliqué et je ne suis pas sûre que l'écologie ait un âge. Mais par contre, ce qui peut être un fil intéressant, c'est de se dire que selon l'âge qu'on a, on ne pense sûrement pas à l'écologie de la même façon et que peut-être c'est intéressant d'aller voir du côté des vieux. Alors, j'utilise ce mot aussi, si vous n'êtes pas content avec ça, je vous laisse vous référer avec, j'ai fait une petite chronique, parce que la FNADEPA, non seulement je fais les colloques, mais j'écris aussi dans la revue Éclairage. Et donc, j'ai fait, il y a quelques temps, une petite chronique qui s'appelle « Le mot vieux mérite mieux ». Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'utilise le mot vieux, je vous laisse vous référer à ça. Pour moi, je trouve qu'il y a un mot qui existe, qui est dans le dictionnaire, et tant que c'est pas écrit que c'est péjoratif, je continuerai à l'utiliser. Donc, je me dis, voilà, peut-être il y a une façon de penser l'écologie du point de vue des vieux ou du point de vue du vieillissement qui peut être quelque chose d'intéressant. Et donc, je suis allée chercher, je fais comme tout le monde, je demande à ChatGPT, je dis, t'aurais pas un philosophe qui aurait parlé des vieux et de l'écologie? Et il m'a répondu non, ça n'intéresse personne. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir broder? Et mon esprit, alors parce que l'esprit de philosophe, pour vous dire, en fait, c'est un peu comme le vôtre ce matin, mais moi, c'est tout le temps, en fait. Donc, peu importe que je me sois couchée à 6h du matin ou pas, c'est toujours très embrouillé, très embrumé, et je fais des liens qui n'auraient pas forcément lieu d'être. Et donc, comme je n'arrivais pas à trouver de philosophe qui avait travaillé là-dessus, je suis allée chercher dans les recherches que j'avais déjà faites. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment mon intuition personnelle, donc ça n'engage que moi. Mais je me suis dit, en fait, pour penser le rapport vieux écologie, peut-être qu'on pourrait aller piquer les travaux américains des écoféministes. Et là, je sens tout votre engouement autour du féminisme. J'étais là ce matin et je sens que vous êtes tous prêts et prêtes à entendre ces questions-là. Mais effectivement, moi, je trouve que la question de l'écoféminisme, c'est un axe, un angle par lequel il peut être intéressant de réfléchir les vieux et l'écologie. Alors, en sachant que les écoféministes, elles ne disent pas du tout ça. Donc du coup, moi je vais faire des raccourcis. Et en plus, j'ai 30 minutes, donc ça va être hyper raccourci. Je vais faire beaucoup de coupes. Pourquoi je suis allée chercher... J'ai fait un support aussi que je ne suis jamais, de toute façon. Pourquoi je suis allée chercher la question de l'écoféminisme? Parce que l'écoféminisme, c'est une approche systémique. Et je vais faire des liens avec ce que j'ai entendu ce matin, parce qu'il y avait vraiment des points qui étaient très importants dans ce qui a été dit et qui rejoignent la question de l'écologie. L'écoféminisme, il dit... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ils sont éco-anxieux, les vieux ils culpabilisent? C'est qu'en fait on n'arrête pas de nous dire la terre est en train de brûler, votre empreinte carbone est toute pourrie. Alors moi j'étais pas là hier, mais apparemment en fait les chiffres sont quand même pas super bons. Et donc j'ai énormément de culpabilité. Le problème c'est que je ne sais pas comment agir. Et même quand on agit de façon vertueuse, et qu'on nous dit « ouais, super, vous avez réussi à réduire l'effet de serre et tout ça », en fait, on vous dit « ouais, mais le problème, c'est que vous avez moins de pollution, du coup, on est plus sensible au réchauffement climatique que les pays qui sont protégés par la pollution. » Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour attraper cette question de l'écologie et pour pouvoir avoir une action qui soit une action efficace? L'écoféminisme, elle dit « tout le problème est peut-être dans le logos, justement, de l'écologie et dans le discours qui est porté. » En fait, on continue à penser qu'on va pouvoir agir sur et que nous, on serait extérieur quelque part à la nature et qu'on va pouvoir avoir une action qui ferait du bien à la nature alors qu'on est une toute petite place par rapport à cet ensemble qui est la nature. Et donc l'écoféminisme, elle a réfléchi et se dit, mais finalement,
est-ce que ce qui arrive à la nature, c'est pas exactement la même chose que ce que subissent les femmes? Et donc, elles font des théories pour dire finalement les dominations sont les mêmes pour les femmes et pour la nature. Alors, en disant par exemple que la nature est ramenée à la féminité tout le temps et que les femmes sont ramenées à la nature et que c'est ça qui va amener une même discrimination. Moi, je voudrais pousser un peu plus loin et dire, je pense que ça se résume pas à la question du féminin et je pense que le rapport nature, il rejoint la question de la vulnérabilité. Toutes les vulnérabilités sont ramenées à cette question de la nature et sont critiquées par rapport à leur rapport qu'elles ont à la nature, en fait. Parce qu'on est dans une société qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, en fait, hein, donc qui est l'ère, l'Anthropocène, dans les grandes lignes, hein, c'est évidemment, encore une fois, des grandes coupes, au tailleué ou à la machette. L'Anthropocène, c'est quoi? On va faire un peu comme si la nature, c'était le supermarché de l'énergie, quoi, hein, et donc on va aller puiser dans la nature tout ce qui nous intéresse. Et dans cette logique-là, finalement, il y a plein de concepts et il y a plein d'idéologies qui sont mises, et notamment avec l'idée qu'un être humain qui compte, c'est un être humain qui est fort, c'est un être humain qui arrive à s'arracher à la nature. Et là, l'être humain, quand il est rattrapé par la nature, qu'est-ce qu'on dit? On dit « oh là là, qu'est-ce qu'on devient ?» Parce qu'un être humain qui est incontinent, un être humain qui perd la mémoire, un être humain qui perd de l'énergie, donc les vieux dont vous vous occupez, on en dit quoi? On dit qu'est-ce qu'on devient? Comme si on devait avoir honte, finalement, de quelque chose qui est le lot de beaucoup, en fait, qui est la question de la nature. Et donc, vous voyez, le rapport entre la nature et le vieillissement, il se retrouve assez rapidement. Dans les théories de l'écoféminisme, en fait, elles disent la façon dont on pense, on a tendance à penser par dualité. Donc on oppose sans arrêt. Et on est tellement bien habitué à opposer que chaque fois qu'on entend un terme de l'opposition, on entend forcément l'autre. C'est ce qui s'est passé dans vos cerveaux ce matin, par exemple. Ce matin, l'intervenante, elle a parlé que des femmes. Mais vous avez tous et toutes entendu, oui, mais si on parle des femmes, alors ça veut dire qu'on parle des hommes. Et quand on dit les femmes font ceci ou les femmes font cela, comme on est habitué non seulement aux dualités, mais en plus à la hiérarchisation, si les femmes font des trucs qui pourraient être bien, sous-entendu, les hommes font des trucs pas bien. Et donc, en fait, on est tout le temps habitué à cette hiérarchisation. Il y en a un qui est mis en avant et l'autre qui est pas bien. Jeune, vieux, nature, culture, sauvage, civilisé. Vous voyez, notre culture, elle est centrée autour de ces hiérarchies et de ces dualités. J'ai pris l'exemple de Trump parce que je trouve qu'il incarne exactement tout ce qu'on pourrait faire comme lien autour de l'écoféminisme, parce que l'écoféminisme dénonce ce qui est fait sur la nature, et Trump, c'est quand même plutôt un climato-sceptique. On peut dénoncer les violences faites à l'immigration. Trump, il est assez aussi, il s'illustre pas mal là-dedans. Les violences faites aux femmes, il a je sais pas combien de plaintes pour agression sexuelle, et il est très proche de gens comme Andrew Tate, vous savez, qui est un masculiniste, qu'il a même fait sortir de prison. Après, on lui reprochait pas grand-chose à Andrew Tate, hein, c'était juste, je crois, il y avait viol en réunion, et il y avait aussi traite d'êtres humains, un truc comme ça, enfin bon, des bricoles, quoi. Et donc ça montre quand même, vous voyez, le rapport qu'on peut avoir à la vulnérabilité. Et puis, dans l'entourage de Trump, il y a aussi des gens comme Elon Musk, par exemple, qui se disent, tiens, si j'ai appelé mes gamins, j'en ai 14, hein, donc il faut que je fasse preuve d'originalité, je vais les appeler avec des noms complètement idiots, qui représentent des machines et des objets. Donc c'est une forme d'objectivation. Et vous voyez qu'on retrouve toutes les mêmes logiques qui dominent la femme, certes, mais aussi les enfants, les étrangers, les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes, etc. En fait, c'est la même logique qui s'applique à la vulnérabilité. Et cette logique-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout ce qui se rapporte à la nature est inerte. C'est une masse inerte, donc la nature est inerte et on peut aller puiser dedans. Et moi, ça m'a fait penser à un truc. Alors peut-être mon cerveau, il fait des raccourcis, mais je suis invitée régulièrement par la FNADEPA, et donc des dernières fois, c'était pour les politiques vieillesse à Paris. Et au moment de ce colloque-là, il y avait une représentante de la CNSA qui était là, et elle a dit un truc elle a dit, mais vous inquiétez pas pour les politiques qui vont être faites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire remonter de la donnée, on va traiter cette donnée, et ensuite on en fera quelque chose. Ça ressemble quand même à l'attitude qu'on peut avoir avec la nature. Vous savez, on va aller puiser des ressources sur une matière qui est inerte, les vieux, parce qu'on ne leur demande pas leur avis, on ne leur demande pas au niveau émotionnel ce que ça peut représenter, etc. Et on va en faire quelque chose. On est encore sur cette logique, vous voyez, de l'agir sur. On va agir sur les vieux, souvent malgré eux, en fait, à partir de ces données qu'on a récoltées. L'écoféminisme, il dit
Quoi d'autre? Il dit il y a un élément commun que fait cette idéologie-là sur les femmes et la nature, ça va être la dévaluation des conditions d'existence et ce qu'on appelle la captation des compétences. C'est quoi? C'est en fait, comme la nature est inerte, elle n'est pas capable de faire les choses. Ouh là là. Et on va faire les choses pour elle, en fait. Et donc, cette dévaluation-là, c'est une façon, encore une fois, de dire, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les EHPAD. À partir du moment où je rentre dans une structure, en fait, souvent, j'avais des compétences avant, et la structure va dire, mais je vais me charger de tout ça. Mais du coup, je deviens complètement incompétent souvent, et en fait, on fait toutes les choses pour moi. Mais ça vous arrive à vous aussi en tant que professionnel. J'ai rencontré, ça devait être FNADEPA du Gard, il y a quelque temps, une directrice aussi qui avait un super chouette projet. C'est un projet même qui a été pilote pour initier des choses au niveau peut-être régional. Bruno, tu me rediras. Et puis, elle a été tellement bien pilote qu'on a dit, c'est trop chouette votre projet. On a pris son projet. On en a fait un truc globalisé, et elle, son projet à elle, quand elle l'a présenté, il ne répondait pas au cahier des charges qui était fait. Vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu puiser un truc, on lui a pris, et en fait, à la fin, on l'a exclu du truc qu'on lui a pris, en fait. Vous voyez, cette logique du pouvoir sûr, en fait. Et cette logique-là, quand même, elle s'applique à la nature, aux enfants, et elle s'applique, évidemment, à la question du vieillissement. Dernier point, parce qu'après, il faut que je passe aux solutions, quelque part, à un truc un peu plus positif. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est une façon, et ce matin, je pense qu'on l'a vu aussi autour de la question du langage, c'est que ce qu'on vit, on a des intuitions de ce qu'on vit, mais on n'a pas forcément le langage pour le dire. Et en plus, quand on va le dire, comme on est dépouillé du langage, on va le dire et on va vexer les gens. Vous voyez, la question des dominations femmes-hommes, par exemple. La seule façon que j'ai de les parler, c'est dans le langage des dominations. Et qu'est-ce que je fais? Je provoque des réactions chez l'ensemble de la salle. Il y a les femmes qui disent « mais ce discours-là, ça me rend victime. Je ne suis pas une victime et je n'ai pas envie d'être une victime. » Il y a les hommes qui disent « mais ce discours-là, ça me culpabilisant et c'est pas gentil de me culpabiliser. » Et donc, en fait, je viens expliquer quelque chose qui est réel, avec des faits qui sont appuyés, mais qui ne sont pas entendus, parce qu'en fait, je dénonce depuis un langage qui est déjà construit et qui ne me donne pas les outils pour dénoncer. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, on vous présente en fait des solutions à partir du problème. C'est un peu ce qu'on voit dans la frise du climat là, qui est exposée en bas, c'est qu'on a, avec l'action humaine, on a créé des problèmes, et on se dit, on va les corriger avec l'action humaine, avec des conflits, avec tout un tas de choses. En fait, on pense qu'on va corriger les problèmes qu'on a nous-mêmes engendrés. Et on a du mal à les mettre à un niveau politique et systémique. Je vais prendre un exemple complètement fictif, mais admettons, par exemple, il pourrait y avoir une canicule, et dans cette canicule, par exemple, il pourrait y avoir des personnes âgées qui meurent. En fait, ça pourrait arriver si on n'était pas dans un monde comme le nôtre idéal. Et s'il y avait des gens qui mouraient de la canicule, qu'est-ce qu'on ferait? On irait regarder, peut-être, admettons, établissement par établissement, et on regarderait quels sont les bons directeurs et les mauvais directeurs, ceux qui ont réussi à protéger les résidents et ceux qui n'ont pas réussi. On pourrait faire des bouquins qui n'existent pas, mais genre les Fossoyeurs, par exemple, je l'appellerais comme ça si j'en écrivais un, et je dénoncerais les pratiques de certains EHPAD en disant ces EHPAD-là sont vilains, et en plus ça pourrait laisser penser que tous les EHPAD sont vilains. Et comme ça, c'est vachement intéressant parce que ça évite de se poser la question au niveau politique. En fait, ça évite de se poser la question au niveau des moyens qui sont donnés au départ. On dit c'est la faute de quelques-uns, c'est la faute du local, et on ne rentre jamais à l'échelle politique et à l'échelle systémique. Juste la petite parenthèse, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire Liana, qui est absolument terrible, mais quand vous discutez avec des gens du secteur, c'est pas étonnant, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'il y a des responsabilités individuelles, comme dans l'affaire Orpea, par exemple. Bien sûr qu'il y a des logiques individuelles, mais derrière, de façon systémique, la justice n'est pas faite pour accueillir la parole des enfants. Donc, quand bien même tout le monde aurait bien fait son travail, rien ne peut nous dire si on n'aurait pas été face exactement à la même affaire. Mais ça arrange bien qu'il y ait eu des dysfonctionnements. Comme ça, on dit, c'est les dysfonctionnements et c'est pas nous. Comment on fait? Alors là, c'est là que c'est galère, parce que vous savez qu'en philosophie, nous, on ne vous dit pas comment il faut faire. Donc, je vous dis, c'est pas simple pour vous, quand même, tout ça. Alors, il y a quand même une philosophe qui s'appelle Starhawk et qui dit, il faudrait passer... La solution, c'est de passer du pouvoir sûr au pouvoir du dedans.
C'est-à-dire réfléchir aux compétences que vous avez à l'intérieur de vos structures pour repenser peut-être la question écologique à partir... Alors elle dit qu'il faut penser le monde à partir de ses ruines, mais bon, avec le vieillissement, je me suis dit que ça s'applique un petit peu moins parce que peut-être ça serait un peu compliqué de mettre ça dans les EHPAD. Mais en tout cas, à partir de la marge, pourquoi pas. Alors juste, Starhawk, par exemple, c'est une philosophe, mais elle est aussi philosophe et sorcière. Moi, je trouve que c'est pas mal comme identification. Moi, on me demande toujours, t'es philosophe et quoi? Parce qu'il faut dire un peu plus. Mais je trouve ça c'est un truc que vous vous rappelez, quoi. Je suis philosophe et sorcière. C'est encore une façon de critiquer les choses du dedans. En fait, les sorcières, vous savez, c'est quelque chose qui est aussi une façon de discriminer les femmes, et donc elle choisit de le retourner. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir du dedans? C'est une philosophe qui s'appelle Corinne Pelluchon, qui est une philosophe française, et qui dit qu'il serait urgent de faire preuve de ce qu'elle appelle la transdescendance. Qu'est-ce que c'est que ce vilain mot? Si on ne fait pas de vilain mot, on ne fait pas de philosophie, évidemment. La transdescendance, c'est l'opposé de la transcendance. La transcendance, c'est quand on se tourne vers Dieu et donc vers une entité extérieure, la nature, etc. La transdescendance, ce serait un mouvement d'humilité, un mouvement où on redescend en soi, en fait. Au lieu de vouloir être acteur sur la nature, être acteur sur les lieux, être acteur... En fait, il faudrait retourner en soi et se dire, et moi, à l'intérieur, qu'est-ce que j'aurais qui serait chouette comme pouvoir d'agir? Et donc, c'est aussi le défi. Et en fait, moi, je côtoie pas mal de gens sur le terrain, d'adhérents, et c'est exactement ce que vous faites quotidiennement. C'est que vous n'avez pas de sous, et à partir de ce pas de sous, finalement, ça vous rend vachement créatif. Et vous faites des trucs qui sont très chouettes parce que vous allez chercher les compétences qui sont déjà dans vos structures, soit auprès des résidents, soit auprès des gens qui les entourent. Et donc, vous allez exploiter ce pouvoir du dedans. Le pari de l'écoféminisme, c'est de dire si j'accueille déjà la vulnérabilité dans ma société en tant qu'humain, ce ne sera qu'un pas de plus qui ne sera pas très compliqué de l'accueillir, l'altérité, chez l'animal, chez la nature, etc. Mais si déjà je ne veux pas accueillir la vulnérabilité chez celui qui me ressemble le plus et sur celui que j'ai des chances de pouvoir devenir, il y a peu de probabilité que je l'accueille chez un être qui ne me ressemble pas. Donc en fait, l'écoféminisme, c'est une écologie qui part de soi et qui dit les tout petits gestes sont ceux qui comptent le plus. Deux exemples, moi, qui me tiennent à cœur et qui, je pense, qui peuvent être piqués au féminisme et développés dans le champ du vieillissement. Le premier exemple, c'est ce que les féministes appellent le male gaze et le female gaze. Alors moi, je suis comme l'intervenante de ce matin, j'ai un accent anglais, je parle anglais comme une vache auvergnate à peu près, quoi. Et globalement, en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que on est élevé avec des imaginaires qui nous présentent certains regards comme valables, des corps comme acceptables et d'autres corps comme pas acceptables. Et en lisant ces travaux-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait finalement pas assez de littérature, pas assez de films qui racontent et qui témoignent de l'expérience du vieillissement positivement. Vous voyez, c'est-à-dire pas de façon ridicule, pas de façon larmoyante, parce qu'il y a des films très poignants, mais qui ne donnent quand même pas trop envie de vieillir, quoi. Et il n'y a pas, pas assez, en tout cas, de films qui nous permettent de se rendre compte que vieillir, ça peut aussi être des choses chouettes, et que c'est aussi une chance. Parce qu'en Somalie, ils vieillissent moins, mais je ne suis pas sûre que, franchement, ce soit une bonne chose pour eux, quoi. Et donc, le vieillissement, ça peut aussi être perçu comme quelque chose qui est positif. Et donc, tout le travail, je trouve, que vous pouvez faire, et qui est un travail écologique en EHPAD, c'est de faire ce recueil des récits et de pouvoir, quelque part, les valoriser. Montrer que ça compte, en fait, que cette expérience-là, elle a du sens et que c'est très important, pour qu'on puisse être familiarisé avec ces expériences. J'en parlais avec Annabelle, là, quand elle a appelé pour qu'on fasse le bilan sur l'intervention, et elle me disait, déjà, les journalistes, ils se rappellent que les vieux existent quand il commence à faire chaud, et ils pensent que tous les vieux sont en EHPAD. Mais c'est parce qu'on ne véhicule pas assez l'image de qu'est-ce que c'est que vieillir, et que vieillir, c'est continuer à vivre, en fait, que c'est continuer à être un adulte comme les autres. Donc peut-être qu'il y aurait tout un travail à faire là autour de ce qu'on appelle donc le old gaze, c'est-à-dire un regard positif sur les corps vieux et sur le fait de vivre vieux. Deuxième petit outil qui pourrait être positif, ce serait de travailler à des éléments qui sont des éléments politiques dans vos structures, mais que vous ne politisez pas. Un exemple, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps d'une philosophe qui s'appelle Joëlle Zask et qui a travaillé sur donner à manger. Et elle dit donner à manger, c'est l'acte le plus politique qu'il existe dans le monde. Parce que déjà, donner à manger, si cet acte n'a pas lieu au début de la vie,
il n'y a pas de vie, en fait. Et que quand on est en EHPAD, souvent, on a honte de cet acte-là, on nous donne à manger, en fait. Que ce matin, ça a été dit, les gens qui donnent à manger ne sont pas assez valorisés, parce que souvent, on va trouver que c'est un acte qui met en lumière la vulnérabilité, ce serait comme un palliatif. Et elle a dit, mais non, donner à manger, c'est un acte hyper symbolique. Et si vous voulez faire de l'écologie, c'est peut-être un fil à tirer, en fait, cet acte de donner à manger. Ce qu'elle dit, si tu réfléchis à c'est quoi donner à manger, c'est OK, c'est rencontrer l'autre, mais après, il faut réfléchir sur un plan culturel. On ne mange pas tous de la même façon. Puis après, il faut réfléchir à un territoire, parce qu'en fait, c'est le fameux le fait de faire du manger local. Je vais réfléchir et je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur mon territoire? Il y a des huîtres, par exemple, si je suis sur certains territoires, mais bon, après, les évaluateurs n'aiment pas qu'on fasse manger des huîtres aux résidents, mais admettons, il y a des huîtres, donc je vais aller chercher le producteur local et je vais aller signer un marché avec lui. Mais du coup, ça, c'est un truc vachement intéressant, parce que l'ostréiculteur du coin, il se met à pouvoir vivre, parce qu'il a un contrat avec l'EHPAD. Donc, en fait, quelque part, les gens dépendants permettent à d'autres de vivre. Donc, en fait, parce qu'on va donner à manger aux vieux, il y en a d'autres qui vont manger autrement, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait en pensant politiquement le fait de manger? On crée un truc qui s'appelle de l'interdépendance. Et on se rend compte qu'en fait, on est dépendant de tout un tas de choses. On est dépendant, certes, de celui qui donne à manger, mais on peut retourner le truc. Moi, je dis tout le temps aux infirmiers, mais heureusement que les gens vont mal, parce qu'en fait, si les gens étaient plus malades, vous n'auriez pas de boulot quand même, ce serait quand même dommage. Donc, je dépends tout autant pour mon salaire des gens malades que les gens malades dépendent de moi. Vous voyez, cette interdépendance. Ça, c'est un truc, c'est un geste et un regard qui est hyper écologique, de ne pas penser simplement la dépendance, mais de se dire toute dépendance et aussi interdépendance. Elle est inscrite sur un territoire. Et donc, ça amène à réfléchir et à pouvoir politiser peut-être cette question-là. Dernier exemple de ça, la question des jardins partagés aussi, Joëlle Zask, elle parle de ça. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc qui pourrait vachement être exploité dans le champ de l'accompagnement à domicile, mais quand vous faites justement des accompagnements au domicile et pas forcément en EHPAD. Je suis intervenue auprès d'une association d'accompagnement au domicile en Vendée il n'y a pas longtemps, et je leur disais, mais en fait, vous accompagnez individuellement plein de gens, mais qui ne se rencontrent pas forcément. Or, qu'est-ce qui leur manque le plus souvent aux vieux? C'est du lien social, c'est du réseau, et le jardin. C'est pas pour cuisiner pas cher que je vous dis ça. C'est pas le jardin, c'est que c'est un lieu d'expérience qui est super intéressant. C'est un lieu où on se croise en fait. C'est un lieu où chacun a sa place. Parce qu'il y a celui qui a les petites recettes, qui va expliquer comment on cultive. Il y a celui qui a l'expérience du terrain, les fameux savoirs vernaculaires en fait, parce qu'il connaît les saisons, comment ça va marcher, comment il faut exploiter la terre. Il y a Madame qui elle connaît rien du tout au jardin, mais qui va venir s'asseoir et qui va venir discuter un petit peu. Il y a, vous voyez, le jardin partagé, c'est un lieu qui permet de préserver la nature, de faire un geste écologique, et tout en permettant de faire quelque chose qui est au service du vieillissement. Le geste de l'écoféminisme, c'est un geste qui se dit, les moyens, on ne les a pas. J'espère qu'un jour, on les aura. Mais je ne suis pas sûre, parce que des moyens, tout le monde en réclame. La justice, l'éducation. Et du coup, l'écoféminisme, il se dit, peut-être que le monde de l'abondance, il est en train de baisser. Peut-être que c'est un monde qui est en train de disparaître. Soit on peut se déprimer complètement, soit on peut se dire, elle est où la richesse, en fait? Et dans vos EHPAD, dans les services d'accompagnement à domicile, si on arrête de disqualifier les gens à même leur pouvoir, à même leurs compétences, que ce soit les gens qui accompagnent ou les gens qui sont accompagnés, peut-être là, on a vraiment... Alors, je ne dirais pas de la ressource, parce que Corinne Pelluchon, elle dit parler en termes de ressources, c'est encore employer le langage de la production. Elle parle de nourriture. On se nourrit les uns les autres, en fait, de nos rencontres. Et penser ce retour à la nature de cette façon-là, vous voyez, c'est une façon de faire des tout petits gestes. C'est très simple, finalement, à partir de cette logique-là, de faire de l'écologie. Ça ne coûte pas un rond, c'est toujours une question qui est super importante, en tout cas pas grand-chose, et ça permet de retravailler les réseaux, les liens, etc. Et c'est un miracle, parce que j'aurais à peu près tenu le temps, même si j'ai fait d'énormes coupes, et ça permettra évidemment d'échanger ensemble. Pourquoi j'ai choisi l'écoféminisme? Parce que c'est un mouvement qui, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, est un mouvement qui est plein de joie. Souvent,
tendances et des mouvements qui vont effectivement vouloir changer les choses, mais sur un registre qui est positif. Émilie H., qui est une philosophe contemporaine spécialiste d'écoféminisme, elle dit ça. Elle dit aujourd'hui, il s'agit d'abandonner nos rêves d'abondance pour des rêves d'intensité. Et donc, elle ne propose pas une décroissance ou que sais-je. Elle dit, en fait, il faut revenir à l'essentiel. Parce que la nourriture, par exemple, moi, je trouve que c'est un truc super important. Et si vous avez bien mangé hier soir, quand même, vous en parlez, généralement. Donc, globalement, la nourriture, vous y tenez tous. C'est vraiment un point qui va permettre de faire des unions. Et c'est quelque chose qui va être absolument central et qui permet d'atteindre cette question de l'intensité. Puis Fred Pochet, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose pour les EHPAD qui peut être une façon de penser, peut-être enfin une petite bouffée d'air. Il dit ça, l'essentiel d'une existence humaine personnelle et collective se tient dans la fragilité, l'amour, la démocratie, la nature, la paix, la vie. Plutôt que de penser nos sociétés à partir de performances techniques, de courses en avant, du désir de devenir ou demeurer les premiers, nous devrions juger une société à partir de ce qui respecte et promeut la fragilité. Pour l'individu comme pour la société, il semble nécessaire de chercher un équilibre entre le dépassement et le consentement à la fragilité. La politique de la fragilité ne consiste pas à s'apitoyer sur la souffrance des malheureux, elle ne vise pas à organiser la société en développant une surcharge émotionnelle envers les opprimés ou les ignorés, mais à penser l'existence avec et à partir de ceux qui éprouvent le plus la fragilité. C'est exactement ce que proposait l'intervenante ce matin par rapport à la réforme du travail. Elle disait, en fait, plutôt que de la penser à partir de l'homme sans attache, le penser à partir de la femme qui vit en situation monoparentale. Vous voyez, partir des gens les plus précaires pour essayer de penser le monde, plutôt que de penser à partir des gens qui ont le plus d'attache et dire aux autres, vous avez qu'à nous rejoindre et on va mettre plein d'étayages pour que vous nous rejoigniez. C'est quand même un peu dommage, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire ça, alors que si on avait pensé dès le départ des mondes qui étaient inclusifs, en fait, et dedans, parce que je termine là-dessus, il faut penser la logique d'hybridation, il faut apprendre à faire des passerelles sur les structures, sur les territoires dans lesquels vous êtes inscrits, donc ça veut dire faire de la place peut-être à la faune, à la flore, etc., et à la réalité de ce territoire. Juste, ouais, parce que j'ai les idées qui viennent au fur et à mesure, c'est toujours un peu brouillon dans ma tête, mais je pense qu'il y a quand je parlais voilà, de recueillir la pensée des gens que vous accompagnez, il y a un vrai travail à faire sur leur deuil écologique. On parle tout le temps des vieux comme s'ils étaient responsables de la crise écologique et on oublie de dire que c'est une génération qui a vécu énormément de deuil écologique. Le monde dans lequel ils ont grandi n'existe plus depuis très longtemps en fait. Et moi je me pose la question, mais ça c'est une question parce que moi je suis travaillée dans ma tête, hein, mais je me dis jusqu'à quel point ces vieux errants qui marchent et qui tournent dans des patios là, et qui tournent en rond et qu'on n'arrive pas à faire asseoir, ils ne sont pas en recherche du monde perdu, quoi, du monde d'avant. Les vieux qui ont encore accès au langage, ils vous racontent et ils radotent. Et c'est chiant, on leur dit arrête, ça fait 12 fois que tu nous racontes la même histoire. Ils racontent, vous savez, leur enfance, le vécu qu'ils ont eu de l'enfance, etc. Donc ils font revivre ce monde d'avant. Ceux qui n'ont plus le langage, comment ils le font revivre en fait? Est-ce qu'ils ne sont pas en recherche? Je termine juste sur une anecdote. C'est un monsieur qui est complètement désorienté et qui tous les matins, je pense par plaisir, va faire pipi dans le bureau de la cadre. Et donc c'est son petit rituel pour commencer la journée. Et bizarrement, ça ne plaît pas à la cadre. Elle trouve ça désagréable d'avoir un monsieur qui vient uriner dans son bureau tous les matins. Et il dit un truc vraiment bizarre. Je sais pas, c'est agréable, ça sent le printemps. Enfin un truc vraiment qui n'a rien à voir. Et un jour, son fils, on lui raconte ça. Et son fils, il dit c'est rigolo parce que ce que vous me dites là, mon père il était paysan et il commençait sa journée tout le temps, il allait faire pipi dans le foin. C'était son rituel. Et en fait, on va chercher et on va se rendre compte que dans le bureau de la cadre, il y a un pot pourri. Alors, je ne sais pas quelle est l'odeur, mais on peut le dire maintenant, c'est foin. Et en fait, il identifie ça, vous voyez, et du coup, il va retrouver un rituel. Il n'a pas les mots pour le dire, il n'a pas... Mais on voit bien qu'il y a une question de deuil écologique derrière qui cherche à réinstaurer par cet acte-là. Et je pense que vraiment, en retravaillant ce rapport avec le monde d'avant, en fait, avec des tout petits détails, peut-être qu'il y a des choses à faire que le numérique, certes, permet, mais qu'on pourrait peut-être avoir avec des choses beaucoup plus écologiques. C'est terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup pour votre intervention. On a encore une petite dizaine de minutes avec la salle. Si jamais vous avez des interventions, des remarques, des questions, on peut évidemment vous passer un micro.
Moi, je trouvais ça intéressant, par exemple, le concept du deuil écologique. Comment on peut l'expliquer, cette chose-là? Après, le deuil écologique, les écoféministes, par exemple, elles disent que ces deuils-là, il faut les collecter, en fait, pour arriver. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est comme il y a d'autres, enfin, je pense les Indiens d'Amazonie, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu le monde, parce que nous, on a peur de perdre le monde dans lequel on vit, mais en fait, il y a déjà beaucoup de gens avec notre impact qui ont déjà perdu ce monde-là, et les vieux, ils l'ont déjà perdu. Et en fait, collecter les récits qui raconte, par exemple, en faire une histoire et une histoire qui compte, ça permet de donner sens à ces deuils-là et de se rendre compte et de donner une portée politique, en fait, à ce que vivent les vieux et à la tragédie qui peut être la leur, et permettre de créer du commun aussi entre les jeunes générations et les plus anciennes. C'est vraiment un concept qui est important, mais tant que je ne retraduis pas dans des termes politiques ce que les écoféministes appellent les small stories, quoi, les petites histoires et les histoires du petit, finalement, c'est qu'un radotage de vieux, quoi. Quand je les mets en commun, je me rends compte que non, ils racontent une vraie histoire, et en plus une histoire qui contient des savoirs, parfois, en fait, des vrais savoirs de la terre, du territoire, qui peuvent nous aider à faire du commun. Il y avait une main. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question là-haut. Bonjour. Donc vous évoquez effectivement les deuils écologiques, mais moi ça m'évoque et ça me fait penser, pour élargir un peu le propos et peut-être le sortir aussi un peu de l'écoféminisme. Marc, tu peux m'encourager. Je voudrais évoquer Baptiste Morizot et tout son travail qu'il a fait, notamment autour de son bouquin, enfin, de ses recherches Manière d'être vivant, où lui, il évoque en fait ça différemment. Il dit que notre société, elle est dans une crise de la sensibilité, que l'homme moderne, dans sa manière de vivre, en fait, se coupe en termes de sensibilité de sa capacité à percevoir la nature, les animaux. Peut-être qu'il rejoint les écoféministes sur le fait que notre position anthropocène dominante ne nous permet pas justement d'avoir accès à cette sensibilité. Et si moi je peux transposer ça dans notre quotidien par rapport évidemment aux personnes que nous accompagnons, c'est toute la richesse qu'ils ont. Et par exemple, Morizot, il évoque le fait qu'aujourd'hui, quand on va en forêt, on n'est plus capable de nommer les arbres qui sont au-dessus de nous, on n'est plus capable de nommer les fleurs qu'on voit, on n'est plus capable de nommer les insectes, etc. Et tandis que nos résidents, bien souvent, eux, le savent, et qu'on ne leur laisse pas ni la place de revivre tout ça et de transmettre tout ça, et qu'eux, ils ont grandi effectivement dans un monde qui n'est plus le nôtre. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça rejoint complètement. Après, ces 30 minutes, c'est très court, mais Corinne Pelluchon, par exemple, elle parle de sentience, en fait, c'est-à-dire de revenir justement à cette capacité de sensibilité, de la notion de considération aussi. Alors après, Corinne Pelluchon, elle n'est pas forcément écoféministe, c'est un courant américain. C'est sûr, moi j'ai choisi cet angle-là, mais parce que ce que j'aime chez les écoféministes et que je retrouve moins peut-être chez certains auteurs français, c'est que les écoféministes, elles se sont construites, et je n'ai pas eu le loisir de le dire, sur l'idée que tous les récits se valent. C'est-à-dire que peu importe, ce qu'on a tendance quand même beaucoup à opposer. La semaine dernière, j'ai fait une conférence et j'avais cité Charles Pépin, et en fait dans la salle, il y a quelqu'un après qui m'a fait la remarque « Ah, t'as cité Charles Pépin », je trouvais ça rigolo. Sous-entendu, il y a de la philosophie et de la sous-philosophie, vous voyez. Il y a des savoirs et des sous-savoirs. Et les écoféministes, elles ont cette théorie-là qui est de dire tous les récits se valent, que je sois vieux, que je sois jeune, que je sois femme, que je sois homme. On a tous des perspectives différentes sur le monde et on passe notre temps à les opposer. Vous voyez, à se dire ma perspective à moi est meilleure, la perspective d'un tel est meilleure que l'autre sur le monde. Moi, je trouve que plus on cite de philosophes et plus c'est chouette parce que ça permet de pluralisé. Et c'est aussi ce que vous pouvez mettre en œuvre à travers la fédération qui est la vôtre et qui vous autorise à mettre en œuvre des récits différenciés selon vos régions et selon les fédérations locales quand même. C'est de dire le discours du rapport à la nature ne pourra pas être le même à Montpellier qu'à La Roche-sur-Yon, qu'à Nantes, qu'à Saint-Brieuc, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, hein, mais vous m'aurez compris, quoi.
Donc Baptiste Morisot, il est très chouette, je vous invite à le lire. Enfin, il y a Vinciane Després aussi, qui est une philosophe belge, qui a travaillé sur le fait d'habiter en oiseau. Enfin, mais bon, j'avais 30 minutes, il a fallu que je choisisse un angle, quoi. Merci beaucoup Julie Soustre pour votre intervention.